Les dirigeants des deux communautés d'Afrique australe et de l'Est réunis samedi en Tanzanie appellent à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sur place, les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et le groupe armé M23 qui ne cesse de gagner du terrain fort du soutien de puissances étrangères, de puissances occidentales, sous couvert le Rwanda. En difficulté dans le Sahel, l'Occident a-t-il jeté son dévolu sur le richissime sol congolais? Analyse d'un conflit aussi tentaculaire qu'historique avec au plateau cette semaine un trio. Je commence avec Paul Komyevi Semeko Amegakpo. Bonjour Monsieur Amegakpo. Bonjour Monsieur Gilles Bokor, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Oui, l'Afrique centrale connaissait très bien pour avoir dirigé le NDI en Centrafrique. Vous êtes actuellement le directeur de l'Institut Tamberma pour la gouvernance ITG. À vos côtés, Louis Magloire Kemayo. Bonjour, cher Bonjour ami. Gilles, bonjour. Louis Magloire Kemayo est journaliste, directeur de New World Economy et président du Club de l'information africaine. Merci d'être avec nous. Le troisième invité, il est de retour aujourd'hui, l'homme qui ne bouge pas. Son Excellence Sogoyou Kokou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, je crois que tu n'as pas besoin d'étaler tous mes noms. Je risque de t'en donner d'autres parce que c'est pas fini, hein, le répertoire de mes noms. Je peux t'en donner davantage. Alors bonjour aux téléspectateurs. La dernière fois, c'est vrai, je n'étais pas là. Bon, il fallait aller au village. Et c'est la saison des funérailles en pays cabien. C'est des devoirs auxquels on ne peut pas se dérober. Donc j'étais là-bas et je présente mes excuses pour cette absence. Son Excellence Sogoyou Kegewe qui aurait aimé avoir un chapeau aujourd'hui, mais il n'y en a pas encore à sa tête. C'est bizarre. Regardez comment ils ont de beaux chapeaux et moi j'ai rien. Sogoyou, ancien ambassadeur journaliste RDC, l'OTAN entre guillemets à l'assaut du Congo après des déboires au Sahel, point d'interrogation de celle du jour, et vous êtes convié à contribuer à la richesse de cette émission. Vous en connaissez le principe, le contact plus de 128 96 08 43 43 si vous nous suivez ce dimanche en direct sur satellite à travers le décodeur New World TV ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes désormais en direct sur YouTube et sur Facebook. Contribuez à la richesse de cette émission, écrivez-nous et je me ferai le plaisir de relayer vos contributions dans la seconde partie. Et bien, si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, vous avez le devoir de nous protéger avec votre pouce, likez cette émission, commentez abondamment que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Et abonnez-vous à New World TV officiel si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et partagez New World Forum, la voix de l'Afrique qui refuse la guerre en République démocratique du Congo. Et ben, je reviens au plateau avec mes invités. Je commence avec vous, Paul Amegakpo. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre les difficultés aujourd'hui de la République démocratique du Congo, difficulté à faire face à l'insécurité dans l'est du pays, dans la région de Kivu, un parallèle entre cette insécurité et ce que le Mali a connu avant la prise de pouvoir des militaires dans le nord du pays, sans doute? Absolument, c'est un parallélisme qui est aisé à établir dans la mesure où le dénominateur commun, c'est l'impérialisme occidental. L'impérialisme occidental qui, depuis des dizaines d'années, avait été matérialisé par des événements importants, notamment la conférence de Yalta et d'autres rencontres qui avaient permis de balkaniser l'Afrique et de partager l'Afrique entre les puissances occidentales. Aujourd'hui, nonobstant l'indépendance de nos États, on a remarqué que certains coins de l'Afrique, certains pays représentent des intérêts majeurs pour ces puissances étrangères. Le Mali, depuis le coup d'État de 2012, qui avait fragilisé l'appareil institutionnel du pays et la prise de pouvoir d'Ibeka par la suite, nous avons remarqué que le plan des impérialistes se mettait en place en alimentant à la fois des groupes armés, mais au même moment en soutenant les pouvoirs légalement institués.
ce qui créait des situations, un dilemme ou une dichotomie que les dirigeants africains eux-mêmes avaient eu du mal à comprendre. Aujourd'hui, avec les changements qui s'opèrent dans ce coin, surtout au niveau du Mali et de manière plus large au niveau de l'AES, nous comprenons que ceux qui jouaient aux sapeurs-pompiers étaient par moments des pyromanes eux-mêmes. Lorsque nous prenons l'accord d'Alger de 2015 et aujourd'hui les évolutions que nous avions connues, surtout la bataille de Tizawaten, nous montrent clairement qu'il y a une géopolitique, une géostratégie qui s'est tramée à travers des relations diplomatiques en réalité avec des façades cachées qui étaient destinées à piller les pays, à maintenir ces pays sous le joug des colons, des impérialistes, et à faire en sorte que ces pays africains ne se lèvent jamais. Au niveau de la République démocratique du Congo et avec les batailles que nous connaissons et les avancées réalisées par le M23, nous avons compris qu'il y a également des faits marquants, des marqueurs importants. Le premier marqueur, c'est l'accord que le Rwanda avait signé avec la Grande-Bretagne pour accueillir certains immigrés clandestins ou irréguliers vers ce pays. Ce pays que nous connaissons est un pays d'à peu près 26 000 km² avec presque 13 millions d'habitants, donc densément peuplé. Un pays qui ne trouve même pas d'espace pour ses propres citoyens et dont on veut utiliser pour accueillir des migrants d'autres nations. Suite à cet accord, il y a eu en 2024 un accord historique avec l'Union européenne, historique mais également controversé. Un accord où les pays de l'Union européenne font du Rwanda le pourvoyeur des matières premières minières. Alors notamment, que le Rwanda n'a pas sous son sous-sol ces métaux précieux. Le coltan, l'or, l'étang et d'autres pierres précieuses qui en réalité se retrouvent dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans le nord-est, donc dans la région de Nord Kivu et de Sud Kivu exactement. Et donc lorsque nous faisons le parallélisme entre cette manière d'agir de l'Occident et la manière dont le géant s'écroule actuellement, je voudrais parler de la République démocratique du Congo, il est donc aisé d'établir un parallélisme entre ce qui s'est passé ou ce qui se passe au Mali actuellement et ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais surtout aussi de la faiblesse des armées aujourd'hui de la RDC, un géant au pied d'argile. Et à l'époque aussi au Mali, on avait une armée totalement démunie, Magloire Kemayo. Oui, je pense que même si on peut établir le parallèle entre la situation à l'est de la RDC et de façon générale la situation sécuritaire en RDC et ce qui s'est passé dans le Sahel, faut pas oublier que le cas de la RDC est tout à fait particulier. La RDC a toujours été quelque chose de très stratégique pour les puissances européennes. Commençons déjà par la conférence de Berlin qui a acté le partage de l'Afrique. Elle a été organisée par l'ancien propriétaire du pays. C'est-à-dire que c'est le roi Léopold II qui était le propriétaire de cet immense pays qu'on appelait le Zaïre et qui est aujourd'hui appelé la RD Congo. C'était sa propriété. Et après tout cela, si on se rapproche encore du passé récent, même si c'est pas si proche que cela, les deux bombes qui ont été lâchées sur le Japon à Hiroshima et à Nagasaki venaient de RDC. C'était de l'uranium produit dans l'ancien Zaïre. Donc le Zaïre a toujours été une place forte pour les pays occidentaux et je pense que son malheur, c'est peut-être d'avoir occupé cette position-là et de n'avoir jamais été maîtresse de son destin, que ce soit dans ses rapports avec les pays d'Europe ou avec les États-Unis. Et cela fait qu'aujourd'hui, c'est une prolongation d'une histoire qui a commencé en 1885 et qui se poursuit malheureusement aujourd'hui dans des conditions dramatiques avec toutes les milices qui ont été créées et qui continuent de piller. Je voulais juste rectifier quelque chose concernant le Rwanda. C'est pas qu'il n'a pas ces métaux précieux chez lui, ces métaux stratégiques. Il les a, mais il ne les exploite pas encore. Il ne les exploite pas à la même hauteur que la RDC. Et la grosse différence aussi,
si on devait, parce que souvent on dit, quand vous accusez une personne, vous avez un doigt orienté vers la personne, et il y en a au moins 3 qui sont orientés vers vous. Le code minier de la RDC a été pour la première fois établi dans les années 2000, c'était entre 2000 et 2005, et le rectificatif est venu beaucoup plus tard, dans les années 2015-2018. Donc, c'est beaucoup trop tard que la RDC a commencé à véritablement considérer que ces métaux stratégiques, les terres rares et autres, étaient quelque chose d'important pour l'économie du pays. Et donc, pendant tout ce temps-là, tout s'est fait dans l'informel, malheureusement. L'argent issu du commerce de ces minerais n'a pas profité à l'économie véritablement. Si vous voulez faire un parallèle, ce serait un peu comme l'uranium du Niger ou d'autres matières premières dans le Sahel. Mais ce sur quoi je voudrais encore insister, c'est que l'accord avec l'Union européenne dont on parle aujourd'hui concernant le Rwanda a été proposé initialement à la RDC avant d'être proposé au Rwanda, et cela portait sur la traçabilité des minerais. C'est-à-dire arriver à dire que les mines dans lesquelles les minerais ont été récupérés ne sont pas des mines clandestines d'une part, et que les mines en question n'emploient pas des enfants. C'était ça la question, arriver à faire en sorte que, non pas comme sur les diamants ou l'or du sang, on n'ait pas à dire que on a encouragé une économie qui est une économie criminelle. Cet accord n'a pas été signé par la RDC. Quand le Rwanda a accepté de signer, c'était un engagement, c'est plus une contrainte pour le Rwanda qu'autre chose. Et aujourd'hui, une grande partie des minerais extraits en RDC sort illégalement par le Rwanda pour une raison simple. C'est que la taxation qui a été faite, parce qu'il y a une taxation depuis vis-à-vis des sociétés minières, est considérée par beaucoup comme punitive. Et donc, pour sortir plus tranquillement leurs minerais, ils le font sortir d'abord pour des raisons d'infrastructure. Quand vous partez de Goma, par exemple, pour Kinshasa, l'état des routes ne permet pas que vous transportiez votre minerai de façon sécurisée jusqu'à Kinshasa. Et si vous sortez par le Rwanda, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je ne veux pas faire un cours de géographie, mais le fait est que ce sont ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, le plus grand partenaire de la RDC en termes d'économie et du Rwanda en termes d'économie, ils sont partenaires, ce sont les grands partenaires économiques, parce que quand ces minerais sortent, il y a des taxes qui sont payées, c'est tracé en réalité, mais ce n'est tracé que d'un côté, du côté rwandais. Moi, chaque fois que j'entends le Congo pleurnicher, le Rwanda m'a attaqué, c'est les Rwandais qui nous attaquent, c'est pas M23, chaque fois que j'entends ça, j'ai honte. Et j'ai honte d'être noir, d'être africain. Moi, dans mon village, quand j'étais enfant, j'allais à l'école. Si je reviens de l'école en pleurant, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a tel enfant au village, tout le monde connaît tout le monde. C'est l'enfant de tel qui m'a frappé. On dit, et alors, vous avez le même âge, non? Peut-être même tu es plus âgé que lui. Il te frappe, tu ne te défends pas, tu viens pleurnicher ici. Je te jure, Gilles, ton papa va te fesser comme il ne t'a jamais fessé. Donc quand je vois le Congo, 2 335 000 km², plus de 100 millions d'habitants. 102 millions. 102 millions d'habitants. Face aux petits poussets rwandais. Et que le Congo, tout honte bu, pleurniche matin, midi, soir contre le Rwanda, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien les Congolais sont capables de gérer leur pays, ils le gèrent, ou bien ils sont incapables de gérer le pays, celui qui peut le gérer, il vient le prendre. C'est ce que le Rwanda fait. C'est une question de superficie. Juste platé la semaine dernière, il y a un consultant qui comparait le Rwanda à l'Israël de l'Afrique. Il n'y a pas d'Israël en Afrique. C'est vrai qu'au temps colonial, avec les Belges, les Français, c'est les mêmes. Hein. En malfaisance, ils sont les mêmes. On a dit aux Rwandais que les Tutsis, avec leur long nez, ne seraient pas des nègres. Donc les Hutus, les Tois, oui, eux c'est des nègres. Donc les Tutsis, avec leur long nez, leur grande taille, sont prédestinés à dominer les Hutus. Tout ça, c'est contenu, hein, ce qui se passe aujourd'hui là, parce que de l'autre côté au Congo, mais c'est des Hutus, c'est des Bantous. C'est pas des Nilotiques comme les choses. Mais laissons ça, c'est pas important. Et aujourd'hui, on nous dit, Kemaï nous explique que le contrat qu'on a fait avec le Rwanda avait été proposé au Congo, le Congo a refusé. Mais c'est un contrat de bandits, de pilleurs, de voleurs.
Comment tu voulais que le Congo accepte ça? Maintenant, le Rwanda accepte ça. Pourquoi? Laisse-moi parler. Je ne t'ai pas interrompu. Le Rwanda accepte ça. Il y a quel minerai chez lui? Ils ont des minerais. Attends. Mais les minerais, c'est la même zone. Oui. Vous prenez la frontière, la richesse. Il y a les minerais. Oui. Il y a les minerais. Il y a par exemple le pétrole plein en Amérique, hein, mais ça ne les empêche pas de venir prendre le pétrole chose arabe. Donc ils en ont, oui. Oui, ils en ont, mais ils veulent prendre chez les autres. Oui. Donc, maintenant, tu sais ce qui se passe? Tu dis il faut la traçabilité. Oui. Mais tous les magouilleurs qu'on a envoyés là-bas pour être chargés de cette traçabilité, ils sont à Kigali ou dans un village du Rwanda où il y a les magasins où on stocke le minerai venu du Congo et c'est seulement dans le magasin qu'il va. Ça là, ça vient d'où? Ça là, ça vient d'où? Bon, on lui dit un village qu'on veut. Et puis, est-ce que c'est là-bas qu'il va savoir si c'est un enfant ou c'est un vieux de 80 ans qui a exploité le minerai? Donc, rien n'est fait. C'était une ruse pour exploiter le Congo. Il faut laisser de côté. On avait proposé ça au Congo. Est-ce que je peux poser une question? Oui, pose tes questions. Prenons l'exemple du cacao ou du café. Oui. Nos pays, en général, sont producteurs à la fois de cacao et de café. Oui. Qu'ils ne transforment pas. Oui. Pour acheter le cacao et en faire du chocolat ou autre chose, oui, on vend soit aux Suisses, soit aux Belges. Oui. Et ce sont eux qui sont finalement les producteurs de cacao et de produits dérivés du cacao. Oui. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont des receleurs alors qu'ils achètent ces matières premières à vil prix et qu'ils ne produisent aucune quantité de tout cela? La comparaison ne tient pas. C'est la même comparaison. Sois entre tranquille, le Rwanda... tout soit tranquille. Moi, oui, mon papa était producteur de cacao. Oui. On vient le lui acheter. Oui. On le transporte, on le vend. Ici, là, on te dit dans les mines au Kivu, on paye quoi au Congo avant de prendre ces minerais? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda est un point de passage. Et le Rwanda n'est pas le seul point de passage parce qu'il y a d'autres pays là-bas qui ont même la côte. Pourquoi ce n'est pas un pays comme comment on appelle ça, la Tanzanie, qui ont la côte? Qui vous a dit que ça ne passe pas par ces pays? L'Ouganda aussi. L'Ouganda aussi permet de faire on passer. parle de ceux dont on entend le nom matin, midi, soir, c'est le Rwanda. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le Rwanda n'est pas le seul. On vous a dit qu'il y a plus de 200 milices établies dans cette région. Il n'y a pas que le M23. Oui. J'ai dit, si les pays producteurs de cacao, tu as donné l'exemple, ne le transforment pas, c'est des paresseux. Ces pays producteurs de cacao qui le transforment, c'est des paresseux, des inconscients, des incapables. C'est pourquoi si vous n'êtes pas capable de transformer votre café ou votre cacao, les voleurs suisses et belges viennent vous le prendre à prix de misère. Qu'est-ce qui empêche le pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, les deux pays réunis, ils peuvent créer, Dieu seul sait combien d'usines de transformation de cacao. Ils ont fait quoi? Rien. Donc, il faut, quelquefois on accuse les Européens, c'est vrai, mais si la paresse poussive des cerveaux de certains dirigeants de certains pays joue plus mal contre les Africains que ne jouent les Européens. Donc, revenons au Rwanda. Le marché qu'on a proposé aux Congolais n'était pas un marché juste et équitable. D'ailleurs, en quoi quelqu'un va venir de quelque part pour te proposer un marché? Si les Congolais ont un problème, ils font un projet et ils signent des accords avec les pays. Maintenant, on vient. On dit, Rwanda, tu fournis les matières premières. Colombie, Tantali, bon, tu sais que tu n'en as pas. Ou bien tu en as, mais tu ne l'exploites pas. Tu sais que tu vas aller le prendre gratuitement au Congo. Et tu signes des accords. Mais tu es un receleur, tu es un voleur. Non, justement. Le problème n'est pas là. Oui, mais enfin, je vous dis juste que nous soyons... Il y a eu plusieurs études, même des Nations Unies, qui disent que le Rwanda pille les ressources du sous-sol congolais. Laissez-moi aller au bout de allez-y. Quand vous avez parlé là, moi, je me suis bien gardé de réagir. Maintenant, tout ça là, c'est de la distraction. Le problème, c'est avec les Congolais eux-mêmes. C'est les Congolais. Comment les Rwandais sont arrivés au Congo? Mais c'est des Congolais qui sont allés les chercher, disant que Mobutu est un dictateur. Je devais poser la question aujourd'hui aux Congolais. Combien d'habitants du Kivu Mobutu a assassiné dans sa vie? Combien de Congolais de l'Est Mobutu a tué dans sa vie, dans sa dictature? Mais comment tu peux diriger un pays comme ça sans avoir la fermeté dans la direction? Donc, c'est les Congolais qui sont allés chercher le diable pour amener dans leur maison, à commencer par Kabila père, mais les autres, ils l'ont dégommé comme un chien. Laurent Désiré Kabila. Père, oui. Après, ils ont mis son fils, Joseph. qui
Tout le monde sait. On sait d'où il vient. Il ne faut pas venir écouter ça de ma bouche pour aller encore parler de complotisme. Donc, on l'a mis. Aujourd'hui, toute l'armée congolaise est en souffrance parce que l'armée n'est pas congolaise. Elle est infiltrée par des éléments extérieurs. À Goma, la dernière fois, sur 7 officiers qui étaient censés se battre, il y a 5 qui sont partis rejoindre l'ennemi. Parce que, bon, ils ont certainement été abondamment achetés. Et c'est 2 jeunes officiers, capitaines ou machin, qui ont accepté de croiser le fer avec les bandits. Bon, maintenant, une question. Pourquoi la situation s'est exacerbée sous Tshisekedi? Pourquoi a-t-il échoué, Paul Ameganko, là où Kabila, Joseph, par exemple, a essayé de gérer la situation? En tout cas, elle n'a pas pourri. Pardon. Tu t'adresses à lui, mais pardon. Mais Kabila était un Rwandais, il s'entend avec eux. Tshisekedi est venu. D'abord, le premier problème de Tshisekedi, c'est quoi? Kabila payait 60 millions de dollars au Rwanda par an parce que ses soldats sont venus mourir au Congo. Tshisekedi a refusé de payer. Parce que je ne vais quand même pas payer les gens qui sont venus massacrer mon peuple. Et ça devient un autre problème. Je ne soutiens pas Tshisekedi. Mais le bon sens, 60 millions par an, il a refusé de payer. Et c'est ça qui énerve les autres. Je ne dis même pas qui, vous les connaissez. Et ils sont devenus plus hargneux et ils se battent. Je pose une seule question. Si Kabila n'est pas capable de former une armée capable de défendre le Congo, qu'il aille chercher un autre métier. Tshisekedi. Oui. Qu'il aille chercher un autre métier ailleurs. Parce que nous sommes fatigués de ces humiliations-là. D'accord. Paul Ameganko, voilà. Mais pourquoi Tshisekedi est en train d'échouer là où Kabila a pu négocier pendant des années? Oui, je pense que l'ambassadeur a déjà souligné le principal facteur, c'est que Kabila a su négocier des accords même qui avaient précédé à la prise de pouvoir, à la chute de Mobutu. Et cet accord avait prévalu et faisait en sorte qu'il y avait un équilibre précaire, mais un équilibre quand même qui permettait d'éviter la guerre généralisée. Cet équilibre, néanmoins, avait inquiété également le pouvoir de Kabila à un moment donné avant la fin de son mandat, parce que le M23 était toujours présent, mais juste pas aussi agressif et aussi actif. Mais au-delà de ce facteur, c'est que le président Félix Tshisekedi s'est montré faible et fébrile sur d'autres aspects. Le premier aspect, c'est le renforcement des capacités de l'armée congolaise. L'armée congolaise, aujourd'hui, est forte d'un effectif de plus de 200 000 personnes, avec les réservistes et les paramilitaires réunis, à peu près 207 000. C'est important. Mais lorsqu'on dépasse l'aspect numérique, on trouve que c'est une armée qui est moins équipée, une armée moins entretenue. Le commandement est décousu. Et donc, c'est une armée qui n'est pas capable de pouvoir faire front à une armée rwandaise élitiste, bien équipée, et qui a également l'expérience de la guerre. Et donc, il y a un problème au niveau de l'armée. Deuxième niveau, c'est la corruption. Il y a une corruption endogène au niveau de la République démocratique du Congo, où tout ce qui est destiné à l'armée est détourné par les officiers supérieurs. Et donc, c'est quelque chose qui est flagrant, qui est connu de tout le monde. Et enfin, il y a une politique, une géopolitique que le président Félix Tshisekedi a mal joué. Félix Tshisekedi n'a pas su faire la distinction entre les alliés et les ennemis. Il n'a pas vite compris que les Occidentaux, dans la majorité, constituaient des ennemis de la République démocratique du Congo, pour des raisons que nous avons largement évoquées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à certains mercenaires qui se battent aux côtés de l'armée régulière, mais qui, au contraire, fournissent de renseignements pour l'ennemi. Parce que ils répondent à l'orientation de ces impérialistes qui soutiennent plus le Rwanda et qui ont une visée claire sur les ressources minières du pays. Et donc, la présence de ces mercenaires européens constituait le ver dans le fruit.
Ce qui, sans nul doute, amène au pourrissement que nous connaissons actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouverneur militaire, le général du Nord Kivu, qui a été assassiné par les leurs. Ce n'est pas par M23 ni le soutien rwandais. Il était assassiné par ses propres éléments. Et donc, il y a quand même une incapacité criarde pour le président Félix Tshisekedi de pouvoir conduire une politique militaire à même de vaincre le Rwanda. Oui. Et je voudrais finir en revenant sur un aspect lié aux ressources minières, aux ressources agricoles, surtout le café-cacao. Il y a un parallélisme important à établir avec la situation en Côte d'Ivoire entre 2003 et 2010-2011, où Bobo Dioulasso était devenu la capitale du cacao. C'est-à-dire que le Burkina Faso est devenu le premier exportateur du cacao d'Afrique de l'Ouest, passant par Bobo Dioulasso. Et le port de Lomé également avait servi. À l'époque, moi, j'étais dans un cabinet juridique qui accompagnait les entreprises commerciales et beaucoup d'exportations, des milliers de tonnes de cacao passaient par le Burkina et c'était un peu comme un produit provenant. C'est-à-dire l'origine des produits, c'est le Burkina Faso, c'est Bobo Dioulasso. Et donc c'était soutenu par ces pays occidentaux qui transformaient, surtout la Suisse, les Pays-Bas, qui transformaient le cacao et qui alimentaient la rébellion au nord de la Côte d'Ivoire pour justement maintenir une mainmise sur ces produits qui étaient bradés à bas prix. Et donc c'est le même schéma pratiquement auquel nous assistons au niveau du Nord Kivu, en tout cas dans la région de Goma avec le Rwanda actuellement, où les Occidentaux savent très bien que si la situation perdure ainsi, les produits, les ressources minières de haute valeur seront bradées et donc seront acquises de manière, disons, presque gratuite du côté du Rwanda. Oui, Louis Magloire Kemayo, la situation s'est-elle fermentée également en raison de ce que je peux appeler la double trahison de Félix Tshisekedi? D'abord, vis-à-vis de Joseph Kabila, parce que vous le savez, il est arrivé au pouvoir par un deal qu'il a ensuite dénoncé. Et un des grands responsables du M23 aujourd'hui, c'est Corneille Nangaa, le fameux président de la commission électorale, un pro-Kabila. Et deuxième trahison aussi, vous savez, en 2019, Félix Tshisekedi a conclu des accords avec le M23. Des accords visiblement qui n'ont pas été respectés. Oui, le M23 même est né du fait qu'il y a beaucoup d'accords qui avaient été signés lors du dialogue intercongolais qui n'avaient pas été respectés. Et aujourd'hui, on rentre dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on fait des promesses qu'on ne tient pas et on est surpris qu'en face, il y ait de l'énervement, il y ait de la montée de fièvre. Je voulais compléter la question sur les minerais en disant que n'occultons pas le rôle très important que joue la rivalité aujourd'hui entre les pays de l'OTAN, comme vous les avez appelés, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine. Parce que c'est quelque chose de très important. Je rappelle cela pour une raison simple. C'est que quand le président Kabila, je veux dire Joseph Kabila, était au pouvoir, il a organisé ce dialogue intercongolais qui a pour moi été un immense succès parce que c'est la première fois qu'on arrivait à avoir une période d'accalmie et de gestion quasi intelligente du pouvoir avec le fameux 1+4 dont certains ont dit que ça donnait 0 parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Mais c'était quand même important qu'on en arrive à ce dialogue. Pourquoi je reviens sur ce segment de l'histoire? C'est que les frontières de l'Afrique ont été faites de sorte qu'on n'a pas besoin de faire un dessin. Dans la plupart de nos frontières, on a à peu près le même problème. Il y a des ethnies qui se chevauchent d'un côté de la frontière et de l'autre. Et c'est la même chose que l'on a avec le Rwanda et la RDC. Il y a une partie de la population congolaise qui est proche du Rwanda, mais qui est congolaise à la base, et qui s'est retrouvée dans cette zone du sud, du Nord Kivu, à Goma et dans d'autres parties, et qui aujourd'hui est considérée comme étrangère dans son propre pays. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et je reviens en disant, le gros problème, de mon point de vue, qu'il y a eu, c'est que l'armée congolaise aujourd'hui est un grand malade. Et il est grand malade pour une raison simple. Les intégrations qui ont été faites à la suite du dialogue intercongolais ont fait qu'on a intégré dans l'armée des enfants soldats, des rebelles,
et beaucoup d'autres personnes dont personne n'a songé à étudier ou à accompagner le traitement psychologique pour qu'ils deviennent des êtres à peu près normaux. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut aujourd'hui travailler, gérer la sécurité du pays et gérer également la protection des minerais et tout le reste. Quand vous avez ce handicap-là au départ et que vous ne l'avez jamais résolu, vous êtes condamné à vous appuyer sur les forces étrangères. La RDC aujourd'hui fait appel à l'Angola, fait appel à tous les pays voisins et je crains qu'après avoir fait appel au Rwanda et que ça se termine mal, on ait à peu près le même schéma avec l'Angola, avec le Kenya et peut-être même avec le Burundi, qui est aujourd'hui l'un des alliés les plus fidèles de la RDC. Donc pour moi, la trahison n'est pas que celle de Félix Tshisekedi. Elle est également celle d'un mauvais calcul politique, d'une stratégie militaire qui n'est pas du tout existante et surtout d'une désinvolture vis-à-vis du rôle géopolitique que le pays doit jouer, qui me semble quand même assez coupable parce que l'on est aujourd'hui dans un cas de figure où la RDC, je ne saurais dire si elle est plus alignée sur les positions de la Chine ou sur celles des États-Unis ou si elle est véritablement nationaliste. Parce que la position dans laquelle elle se trouve fait d'elle une proie, mais elle choisit aujourd'hui le prédateur qu'elle préfère. Et par moments, ce sont les États-Unis, par moments, c'est la Chine. Et dans un jeu comme celui-là, je crains malheureusement que les intérêts qui seront massacrés soient à la fois ceux de la population congolaise et les minerais du Congo. Excellence, pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il tourné le dos à Joseph Kabila alors que les deux avaient conclu un accord de pouvoir? Écoutez, si Félix Tshisekedi voulait être président du Congo, il n'avait qu'à se faire élire et non passer des deals de mafieux dans des chambres sombres. À partir du moment où tu as passé des deals de mafieux face à, comment il s'appelait l'autre là, ce qui était son adversaire, Martin Fayoulou, qui avait été lui-même plombé par une église catholique aventurière. Ça, c'est un autre acteur qui paralyse le pays depuis la conférence nationale. Voilà, ça veut dire que l'église catholique a paralysé Martin Fayoulou, elle croyait bien faire. Comme au Congo, tout le monde se réclame de Jésus-Christ, l'église catholique croyait qu'elle ferait un raz de marée sur le nom de Fayoulou. Mais les gens, ils ne sont pas aussi bêtes. Avant d'adorer Jésus, au moins ils pensent à eux-mêmes, il faut manger. Il faut manger. Donc, je vais te dire quelque chose. Le problème du Congo vient de loin. C'est de trahison en trahison. Est-ce que tu sais, il y a un livre écrit par Honoré Ngbanda, conseiller de Mobutu. Sécurité. Voilà. Le titre du livre, c'est Crime organisé en Afrique centrale. Mais si tu lis ça, tu vas pleurer. Tout Zaïrois que tu vois devant toi va te faire pleurer. Pourquoi? Parce qu'au temps de Mobutu, il n'y avait pas un seul responsable congolais dans l'armée à partir de capitaine en montant, dans les civils directeurs de cabinet, machin, qui n'avait pas une maîtresse rwandaise. Elles sont très belles, dit-on. Mais, ces maîtresses rwandaises n'étaient pas des filles à la recherche de l'aventure. C'était des soldats bien formés, bien entraînés en espionnage. Alors, résultat, chaque soir, les officiers de Mobutu, les ministres de Mobutu, quand ils rentrent à la maison, il prend le téléphone, il parle, la Rwandaise là, il la prend pour une poufiasse tombée par hasard dans son lit, mais elle n'est pas tombée par... Il parle tranquillement. Ah oui, le président, aujourd'hui on a décidé que demain, machin, ce qu'il ne sait pas, c'est que 30 minutes après, Kagame est au courant de ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand un peuple concentre toutes ses forces sur la musique, la bière, la danse, les pasteurs, la sape, mais il ne peut pas, ce pays ne peut pas avancer. On veut un dirigeant congolais qui se réveille. Parce que si Dieu pouvait sauver un pays dans ce monde, c'est le Congo qui aurait été sauvé le premier, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de pasteurs et le plus de prieurs. Donc, le problème du Congo avec la corruption, tu te rappelles, au temps de Mobutu, quand les Kadogo, les fameux combattants, rebelles, je ne dis pas rwandais, rebelles, avançaient, le fameux verrou de Kenge, qui donnait droit à l'accès à Kinshasa. Le général Maele, qui a trahi, il a vendu, c'est Maele, tu es officier, tu diriges une armée, c'est toi qui appelles l'armée ennemie pour lui dire, mes troupes sont placées ici, il faut bombarder par là, il faut passer par là. Voilà comment Kenge est tombé et Kinshasa est tombé comme un fruit mûr.
ce Maélé, heureusement ou malheureusement, il y a des soldats qui l'ont réglé son compte sans pitié. C'est la même atmosphère qui sévit aujourd'hui dans l'armée congolaise. C'est à qui le premier peut trahir. Il semble que le conseiller des affaires militaires de Tshisekedi, mais attends, lui, il a toujours dit à Tshisekedi le contraire de ce qu'il faut faire pour gagner cette guerre. Il ne veut pas gagner cette guerre parce qu'il travaille pour l'autre côté. Mais est-ce que ce pays-là, aussi bien les civils que les militaires, il n'y a pas des gens capables de réfléchir à une solution? Parce que si ces gens-là continuent à pleurnicher Rwanda, moi je serais obligé d'aller prendre un fusil, aller soutenir le Rwanda contre eux, parce qu'ils sont des incapables, des fainéants. Je ne peux pas faire affaire avec des incapables et des fainéants. Est-ce que tu vois le Congo aujourd'hui? Tu as l'impression que c'est un peuple en guerre? La dernière fois, j'ai vu des jeunes qui sont allés à l'aéroport de Ndjili pour dire, recrutez-nous, nous on veut aller se battre à l'Est. Ça, c'était de l'émotion. Mais depuis que la guerre se passe, combien on a recruté? Tu dis 200 000 soldats. Pour un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, mais il peut mobiliser 1, 2, 3 millions de combattants. Et ils en ont les moyens avec tous les minerais. Vous parliez de trahison. Le premier que Kabila a trahi, c'était les Chinois. Tshisekedi plutôt a trahi, c'était les Chinois. Il est allé s'asseoir bénoitement devant Xi Jinping pour lui dire, autant de Kabila, vous nous avez volé sur tel accord, nous, on veut qu'on change ça. Mais tu connais les Chinois? Ils ne parlent pas fort, hein, ils sourient. Et quand ils te sourient là, c'est que tu es mort. Le baiser de la mort. Voilà. Donc, Tshisekedi n'a qu'à se ressaisir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui actuellement manifestent pour demander son départ. Vous êtes en guerre. Vous ne pouvez pas demander le départ de votre chef, sinon faire les affaires de l'ennemi. Il faut vous consolider autour de Tshisekedi et livrer une guerre. Quand vous aurez fini la guerre là, vous restez entre vous, vous savez comment vous allez changer Tshisekedi avec les élections. Mais livrer une guerre, est-ce que livrer une guerre seule ou nouer des alliances stratégiques? On a dit que l'autre camp a derrière lui. Oui, c'est ça l'autre naïveté de Tshisekedi. Le monde aujourd'hui n'est plus unipolaire. Qu'on le veut ou non, il est déjà bipolaire. Il deviendra même tripolaire, multipolaire. Toi, Tshisekedi, tu sais très bien, ça dit que ça ne relève pas du secret. Tu n'as pas besoin d'aller jeter des coris chez un Bokono à Vougan pour savoir. Les vrais Bokono sont. Un vrai Bokono à Vougan, avant de savoir qui est en train de te combattre. Maintenant, les pays de l'OTAN qui te combattent, si ces pays étaient honnêtes, comment ils signent des accords sur tes minerais avec un pays qui n'est pas propriétaire de ces minerais? Tu as besoin de quoi pour comprendre le message? Maintenant, à chaque fois, j'ai demandé à la communauté internationale, n'est-ce pas, l'ONU, n'est-ce pas, l'OIA, on n'en parle même pas, oublie l'Union africaine, oui, oublie, c'est comme CEDEAO, machin ici, c'est une bande de rigolos complètement inconscients, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu n'as jamais entendu parler de l'Union africaine dans cette affaire? Et ceux qui ici se poumonnaient, on va lever les armées là. Pourquoi ils ne lèvent pas les armées pour aller aider le Congo? Puisqu'ils aiment tant la démocratie, les droits de l'homme et les autres machins. Donc, le président Tshisekedi doit être soutenu. Malgré tout ce que j'ai dit de lui, il faut qu'il y ait une sainte alliance autour de Tshisekedi pour combattre l'envahisseur. Le Congo peut mobiliser 2, 3, 4 millions de soldats, de combattants. Il peut. Et aller se battre. Oui. Maintenant, les alliances. Tu vas maintenant pleurnicher devant les gens qui ont envoyé le Rwanda de venir te saigner à blanc. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Alors que en face, il y a un autre camp qui est disposé à t'aider. On te dit, hey, surtout, il ne faut pas aller chez les Russes. Hein. Bon, je ne vais pas chez les Russes. Vous me donnez quoi en échange? Maintenant, le M23 dit quoi? Il menace de marcher sur Kinshasa, comme ils avaient fait en 1997. Et tu es assis là-bas tranquillement, en train d'écouter de la musique et de boire du vin jusqu'à ce que les rebelles marchent sur Kinshasa, parce que tu ne peux pas aller voir les Russes, tu ne peux pas aller voir les Chinois, tu ne peux pas aller voir les Turcs, les Iraniens pour t'aider. Tu veux quoi concrètement? Tu veux la survie de ton peuple ou faire le plaisir à ceux qui sont en train de t'exploiter, de te saigner à blanc? Oui, que faire? Paul Amengapo, en 2 minutes, dialoguer au niveau africain ou chercher d'autres partenaires, l'antidote de l'OTAN? Oui, je pense que Tshisekedi doit avoir la lucidité de comprendre les enjeux géostratégiques qui se présentent et de prendre une position.
il joue sur deux chaises musicales. D'abord, même au niveau sous-régional, c'est le seul pays qui appartient aux deux blocs, Afrique de l'Est et Afrique australe. Il aurait dû quitter Afrique. Oui, Afrique de l'Est et Afrique australe, la SADC et l'AEC. Et donc, or, ce sont des pays qui ont des intérêts également divergents. Aujourd'hui, nous avons 3 puissances régionales, notamment le Kenya, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui ne sont pas dans le même bloc géostratégique. Corneille Nangaa, dont on parle, a fondé l'Alliance du fleuve du Congo au Kenya. C'est à Nairobi qu'il a déclaré en mi-décembre 2023, la création de cette alliance civilo-militaire qui aujourd'hui combat donc le pouvoir central du côté de Goma. Et donc, Tshisekedi ne doit plus être à cheval entre les deux blocs. Il doit bien faire une lecture. Je pense qu'aujourd'hui, les pays qui défendent mieux la République démocratique du Congo sont de l'Afrique australe, notamment avec l'Afrique du Sud en tête. Ils sont plus honnêtes. Et cela les ramène beaucoup plus vers le fameux, comment le bloc là, les BRICS. Les BRICS+. Et je voudrais venir en République de l'Afrique centrafricaine, où j'avais passé plusieurs années. Comment est-ce que le gouvernement centrafricain est arrivé à épouser et accepter la Russie? C'est parce qu'à un moment donné, le président élu Touadéra a compris que l'Occident est en complot contre lui. On était présent lorsque le président a été élu. Sa première démarche était de faire lever l'embargo sur les armes. Je ne peux pas être président de la République et faire face à 14 groupes armés avec de l'embargo sur l'approvisionnement en armes. Comment est-ce que je peux les combattre? Mais l'Occident dit niet. Cet embargo a été renouvelé 3 ans successivement. En ce moment, la Russie a dit, mais je ne tiens pas compte de l'embargo. Je vous donne des armes et j'entraîne votre forces armées. Aujourd'hui, même si les groupes armés sont encore présents en Centrafrique, ils sont moins puissants parce que la présence de la Russie, l'encadrement qui est apporté à l'armée centrafricaine fait que le pouvoir central est plus sécurisé que quand l'alliance avait été faite avec la France surtout, avec leur opération Sangaris, qui n'a donné aucun résultat. Donc, il a fallu cette lucidité au niveau de Touadéra. Je pense que Tshisekedi doit avoir également la lucidité aujourd'hui en choisissant ses alliés au niveau des puissances étrangères pour pouvoir venir à bout à ces groupes armés. Sinon, c'est son pouvoir qui tombera à coup sûr. Lui, Maglo, en 30 secondes, ça veut dire que Tshisekedi connaît son médicament. Non, moi je crois qu'il est, encore une fois, je reste, même si ça n'a pas été un succès absolu, je reste admiratif du dialogue intercongolais. Pour moi, la solution, elle est là. Si la voie armée était la solution absolue, elle aurait déjà fait ses preuves. Nous sommes dans un cas de figure où il s'agit très clairement d'une fuite en avant. Et pour moi, la fuite en avant n'a jamais été une solution. Vous fuyez le problème, il vous rattrapera d'une manière ou d'une autre. Et donc, à partir de là, pourquoi se contenter de mettre des plâtres sur, des plâtres sur une jambe de bois? Pour moi, il faut d'abord régler le problème en interne et après, éventuellement, voir avec les autres pays. Parce que, encore une fois, mais en période de guerre, est-ce qu'il est possible d'organiser des négociations? Je vais vous redonner la parole. Dans la seconde partie, nous avons encore 45 minutes, mais là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite pour la seconde partie de Nuance. Lui parle moi.